comment est pêché le poisson que l'on retrouve dans nos supermarchés, poissonneries et restaurants, et quel est l'impact de cette pêche. En France, 13 organisations de producteurs de chaque pays se répartissent les quotas. La plus puissante, From Nord, située à Boulogne-sur-Mer, a obtenu à elle seule 44% du quota national de cette année. Cela comprend toutes les espèces confondues, dont la plupart du maquereau, à pêcher en janvier et février. Elle répartit cette pêche entre 2 navires-usines de plus de 80 mètres, capables de pêcher chacun jusqu'à 150 000 kilos par jour de poissons. Ces navires industriels français appartiennent en fait à une poignée de multinationales néerlandaises, les Big Five, mais surtout, ils s'accaparent ce que 1000 pêcheurs artisans sur les côtes françaises auraient pu se répartir. On a donc demandé à Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'association Bloom, de nous expliquer. La question des quotas, elle est majeure puisque c'est par la répartition des quotas qu'on décide qui a le droit d'aller pêcher le poisson. Et donc ces quotas, ils sont évalués au niveau européen pour un certain nombre d'espèces. Ce sont les scientifiques qui décident chaque année, qui estiment quelle est la taille totale du gâteau. Mais ensuite, comment ce gâteau est découpé, ce sont les ministres des États de l'Union européenne. Et ensuite, par exemple, une fois que la France a récupéré sa part de gâteau, ce sont des organisations de producteurs, c'est le nom officiel de la structure, qui va décider quels pêcheurs ont le droit de manger cette part de gâteau. Et ça, c'est une décision qui est extrêmement opaque, discrétionnaire, et qui pose problème, puisqu'on a des situations pour lesquelles une espèce qui pourrait être ciblée par des artisans n'est pas allouée aux artisans, mais est allouée à un très gros bateau d'une entreprise qui appartient à une multinationale. L'Euronord, la Compagnie des pêches de Saint-Malo, la Compagnie française du thon océanique, France Pélagique, tous ces fleurons de la pêche industrielle française appartiennent en réalité à des multinationales néerlandaises. L'impact de cette surpêche se retrouve directement dans nos rayons de supermarchés. Nous nous sommes rendus avec Salomé de l'association Systémique dans un supermarché de Paris. Systémique a pour mission la sortie de l'élevage intensif de poissons qui contribue directement à la surpêche. L'objectif, analyser l'offre de poissons qu'on trouve dans nos rayons. En fait, le saumon, qu'il soit bio, qu'il soit labellisé, qu'il soit pas labellisé, qu'il soit français, norvégien, etc., on revient toujours au même problème, c'est son alimentation, puisqu'il se nourrit forcément de poissons sauvages. Donc on va contribuer à la surpêche. Pour 1 kg de saumon, on a 6 kg de poissons sauvages qui doivent être pêchés, réduits en farine pour les nourrir. Globalement, c'est dans des régions en Afrique de l'Ouest où on va pêcher des petits poissons, sardinelles, maquereaux, etc., dans des zones où les populations, elles en dépendent littéralement pour leur subsistance. On va les transformer en farine et les exporter en Norvège, en Europe, pour nourrir des saumons d'élevage. Là, on a du saumon bio. Alors, le bio, ça a l'avantage d'avoir des densités un peu moins grandes. C'est des élevages un peu moins ultra intensifs. Que ce soit bio ou pas, si demain, tout le saumon qu'on consomme est bio, on aura quand même un problème de surpêche. Parce que, encore une fois, le saumon, c'est un poisson carnivore qui mange d'autres poissons. Donc pour un saumon d'élevage, on va pêcher jusqu'à 440 poissons sauvages. On a du label rouge. Donc là, c'est un saumon d'élevage d'Écosse. Et le label rouge, c'est un peu comme le bio, c'est-à-dire que dans le cahier des charges, on va avoir plus de nourriture qui provient des océans. C'est-à-dire que les saumons, ils vont être nourris peut-être un peu moins au soja du Brésil et un peu plus à la farine de poisson. Ça va être de la pêche industrielle, c'est ce qu'on appelle la pêche minotière, qui va du coup extraire, pêcher des poissons sauvages pour les transformer en farine, pour les donner aux élevages, notamment de saumon. Donc il n'y a absolument aucun contrôle sur le type de pêche. La pêche durable est une pêche dite douce. Elle est tout l'inverse de la pêche de masse, car elle est sélective. C'est le cas de la pêche à la ligne. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis marin-pêcheur et guide de pêche depuis 2001 et je vais vous parler de pêche durable, pêche à l'hameçon, que ce soit au palangre ou à la canne à pêche. Si tu pêches de la même manière depuis 10, 15, 20 ans, c'est mort. C'est mort. Si tu n'évolues pas chaque année, ça diminue. Contrairement au chalut, Sébastien est dépendant de la météo. On avait programmé de vous emmener faire un tour à la pêche, mais bon, c'est pas possible, la météo est vraiment pas clémente. Il annonce plus de 3,50 m de houle, un peu de vent, bon c'est pas... Avec 3 mètres de houle, ça reste un tout petit bateau, donc il faut rester raisonnable. On en profite pour refaire le matériel, ce qu'a souffert quand il fait beau. On a dû faire notre dernière marée mardi dernier, donc ça fait une semaine. Là en ce moment, on est plutôt sur Merlan-Congres. La dernière fois qu'on est sorti, on a pêché un petit peu de maigre, un petit peu de lieu également.
Ici, pas de grands filets ou autres techniques invasives, juste des cannes et ses appâts. Ça, c'est pour pêcher notamment les lieux au large, ils adorent ça, ces petits crabes. Nous, on est sur des petites quantités, voilà, ouais. Ouais, on essaie de respecter un petit peu la nature, ouais. Là, le mois de janvier, c'est pas forcément le meilleur des moments pour pêcher le bar et vendre du bar qui est en pleine saison de reproduction et qui va pas se vendre très très cher, quoi. Autant leur foutre la paix et puis voir ça un peu plus tard en saison, ouais. 6 mois par 6 mois, saison par saison, on voit bien, quoi. Merci. Il y a des espèces comme ça, protégées ou pas trop pêchées, qui vont très très bien. Le merlan, c'est pas top. Personne n'en parle trop, mais moi, c'est pas que ça m'inquiète, mais pas loin, parce que c'est une ressource qu'on aimait bien travailler. Là, on nous dit que le bar va beaucoup mieux. Tant mieux. Après, c'est pas forcément ce qu'on observe, nous, à l'échelle locale. Il va beaucoup mieux, peut-être un peu plus nord. Chez nous, ça se maintient, mais là, on a passé des saisons un peu compliquées. Contrairement au chalut, Sébastien pêche modérément, tout comme ses revenus qui sont très aléatoires. Nous, ce qui nous sauve un petit peu, c'est que déjà en faisant de la cam, de la qualité, on n'a pas forcément besoin de capturer des grosses quantités de poissons. Ça, c'est une chose, et on est super polyvalent. Quand on a un coup dur sur une espèce, on peut se rabattre sur une autre. Pourtant, à l'évocation de la trêve hivernale, Sébastien botte en touche. Les grands donneurs de leçons, des fois, modérez un petit peu vos propos. Enfin, la problématique, elle est très très compliquée. Et c'est pas blanc ou noir, encore une fois. Je suis pêcheur de thon aussi, tu vois. Ils mangent la même chose que le thon, je préfère avoir des thons que des dauphins. Hein. Alors de là à réouvrir la pêche du dauphin, c'est un peu extrémiste, mais je préfère avoir des thons que des dauphins. Ça, c'est clair. Ça leur arrivait souvent de prendre des dauphins, ça, c'est quelque chose qui est connu Alors oui, ça arrive. Hein. Ouais, ça arrive. Hein. Là, ce qui est cool, c'est que pour les collègues qui prennent les arrêts, là, ils touchent une indemnité, donc tant mieux pour eux, et voilà, c'est bien. Par contre, pour le reste de la filière, attention, ça, on n'en parle jamais, ou pas trop, mais derrière, c'est une criée qui doit tourner, avec un chiffre d'affaires en moins. Derrière, c'est des poissonniers qui doivent vendre du poisson, avec du poisson en moins. Donc, Mais paradoxalement, la filière semble bien se porter. T'as senti que la filière en a pâti ces dernières années ? Ou pour l'instant ça va ? Non, pour l'instant ça va, et moi l'impression que j'en ai, c'est que limite le prix moyen du poisson est plutôt bien maintenu, voire à la hausse. Okay. Donc pour la filière, c'est pas... A priori, ça colle, quoi. La dernière solution pour protéger notre pêche, les quotas. Les quotas, ce sont des volumes de poissons que les autorités publiques autorisent à capturer. Elles se basent, ou non, sur les avis scientifiques qui évaluent la santé de leur population. En 2026, par exemple, le quota des captures de maquereaux, en plein déclin, a baissé de 70% en France. L'année dernière, au mois de mars, on a arrêté de pêcher... au mois d'avril, on a arrêté de pêcher des bars parce qu'on n'avait plus de quotas. Alors qu'il y avait des poissons à une demi-heure du pas. Avant, il y avait, oui, des abus qui étaient faits, quels que soient les métiers, hein, d'ailleurs. Hein. Même aux hameçons, on pêchait du poisson, quoi. Et dans des périodes qui n'étaient pas forcément adaptées. Bon, maintenant, avec la mise en place des quotas, c'est plus possible, donc ça, c'est génial. Mais ces quotas cachent un problème de grande ampleur. Seulement 3% des navires pêcheurs sur nos côtes accaparent 50% des poissons. Les petits pêcheurs artisans sont donc les grands perdants de ces quotas.